Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIE Le Monde Informatique dédié à la DSI éco-responsable où nous allons parler greenwashing, IT bashing et un peu comment remettre l'église, je dirais la mairie, le numérique au centre du village. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Bessac. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, merci beaucoup de me recevoir. Alors Pierre, vous êtes connu comme étant cofondateur de Gandhi sur la réservation de nom de domaine. Vous êtes fondateur de Ariomem, une société qui est dans le cloud, dans le stockage et le cloud, je dirais, souverain, on peut parler de ça. Souverain, oui, Voilà. tout à fait. Et porte-parole aussi d'un parti qui est le Parti Pirate en France. Et vous êtes, on peut dire, je dirais, une figure de la tech française. Vous vous exprimez sur les sujets autour de la tech et depuis quelque temps sur tout ce qui est éco-responsabilité, sobriété numérique, notamment dans différents supports, dont Atlantico. Qu'est-ce qui fait que, depuis quand vous avez cette prise de conscience, je dirais, sur l'éco-responsabilité ? Alors moi je suis un vieil ingénieur du numérique, j'ai connu peut-être pas les débuts du numérique, il ne faut pas exagérer, mais quand même l'époque montante de la micro, etc. Et il n'y a pas eu on ne s'est pas posé beaucoup de questions jusqu'à il y a une dizaine d'années sur l'impact énergétique du numérique, ou environnemental en fait, c'était une industrie qu'on considérait, disons, relativement écolo, il n'y a pas d'émanation chimique, tout ce qu'on consomme c'est du courant, de l'électricité et on émet de la chaleur qu'il faut dissiper. Donc il n'y avait pas énormément de doutes sur l'aspect écologique du numérique. Et par ailleurs, ça permettait également d'éviter des transports avec la vidéo, la visioconférence. Et puis donc plutôt des aspects vertueux. Plutôt des aspects vertueux, oui. Il n'y avait pas énormément de questions à se poser là-dessus. Et puis il y a à peu près un peu moins de 10 ans, il commençait à y avoir des inquiétudes sur l'impact du courrier électronique. L'impact de la vidéo plus récemment, là il y a des chiffres qui ont été émis par des consultants plus spécialisés en environnement, des chiffres et des méthodologies qui présentaient des chiffres assez aberrants en fait. Donc ça vous a fait réagir, vous avez pris votre plume, votre clavier, oui, vous avez dit, il faut que je m'exprime, parce que ce que je vois ne correspond pas à ce qu'on vit, quoi. C'est ça, j'ai vu des chiffres, alors je ne suis pas le seul à m'en être étonné, un peu tous les gens du domaine se disaient mais d'où sortent ces chiffres? Typiquement, il y a eu une comparaison entre le streaming vidéo haute définition et un four électrique. Oui. Ça c'était le Shift Project qui avait sorti ça. C'est le Shift Project en 2018, sur un rapport qui est toujours sur leur site d'ailleurs, bien qu'ils aient mis un errata plus tard. Et le chiffre, en fait, depuis 2018, continue à circuler dans les médias, et il sort à peu près dans les médias grand public 1 ou 2 fois par an. Et donc c'est très difficile de remettre en place un chiffre comme ça incorrect, malgré des errata qui continuent à circuler. Il n'y a pas vraiment de service après-vente du côté des environnementalistes. Donc il est important de donner un contre-discours et d'expliquer un petit peu les enjeux et les problématiques qui sont derrière en termes de causalité de nos usages par rapport à nos impacts. Donc c'est un petit peu pour ça que les chiffres sont souvent faux. Les études peuvent être biaisées. Il y a une méconnaissance en fait de certains acteurs, je dirais plutôt issus de l'écologie, de l'industrie du numérique en fait. Oui, alors il y a un effet de communication déjà qui fait qu'on a envie de communiquer des chiffres simples à comprendre. Et donc les chercheurs derrière, les gens qui font le travail là-dessus sont tout à fait conscients des réalités quand on leur parle. Mais c'est dilué au niveau médiatique d'une manière qui permet d'avoir un discours simple, voire simpliste. C'est typiquement le cas du nettoyage de boîtes de courrier électronique. C'est quelque chose qui a un impact... Parce qu'on en parlait, mais vous dites que ça a un impact, mais c'est pas voilà, c'est un impact en fait à peine mesurable. Vous laissez allumer l'ampoule de vos toilettes par erreur une nuit, vous aurez consommé l'équivalent de plusieurs années de stockage de votre courrier électronique. Donc en fait, il y a une telle surcommunication sur l'impact du numérique qu'on se retrouve avec des perceptions complètement faussées auprès du grand public, au point de penser qu'on peut faire des kilomètres en voiture et que c'est moins grave que de regarder 1 heure de vidéo. Donc il faut remettre un petit peu les ordres de grandeur en place dans la tête des gens. Mais vous dites aussi que certains acteurs du numérique, des industriels, utilisent ces chiffres ou ces études qui sont parfois biaisées pour leur propre communication. En fait, tout le monde y trouve son intérêt. Alors,
Alors oui, en fait, les opérateurs veulent montrer patte blanche. En fait, les opérateurs, typiquement les opérateurs mobiles, ont réutilisé ce chiffre, cette comparaison sur le four électrique, parce qu'on a les gens les communicants dans ces secteurs-là, ne sont pas forcément non plus mis au courant par les ingénieurs derrière des bons chiffres et des métriques utiles à communiquer. Donc en fait, on a un domaine qui est investi par les DIRCOM et les communicants qui veulent donner des signes de bonne volonté, ce qui est tout à fait légitime, mais avec des mesures qui sont complètement décorrélées en fait, des impacts réels. Et les ingénieurs ont un défaut là-dedans, c'est qu'ils ne veulent pas trop se mêler de communication, ou alors on les écarte de la com, ça peut arriver aussi. Mais les ingénieurs se disent, moi je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour rester dans mon coin et faire mon boulot. Mais il y a quand même... à mon sens, c'est pour ça que je me suis exprimé sur ces sujets, il faut quand même essayer de donner une image lucide de nos activités, de nos métiers. C'est-à-dire qu'il faut être transparent, lucide, pédagogue parfois aussi. Absolument. Mais vous pointez aussi du doigt certains conflits d'intérêts, en fait. Ça sert les intérêts de certains de communiquer de cette façon. Alors oui, parce que, évidemment, l'urgence, c'est de décarboner notre économie. Donc le législateur, les pouvoirs publics se sont investis de cette mission. On est tous d'accord sur l'objectif à atteindre. Oui, là je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Quelques personnes le nient, mais enfin ils ne sont pas crédibles. Donc il faut décarboner l'économie, ça veut dire essayer de voir, éventuellement économiser l'énergie. Alors je vais expliquer pourquoi c'est un problème. On a une électricité très décarbonée en France. Grâce au nucléaire, grâce vaguement aussi aux renouvelables, mais les renouvelables émettent un peu plus de CO2 même en raison de la fabrication des matériels par rapport à des centrales nucléaires très amorties. Donc il faut économiser l'électricité, pas parce qu'elle est très carbonée en France, mais parce qu'il va falloir récupérer tous les usages fossiles, ou une grande partie des usages fossiles, typiquement la voiture électrique qui va remplacer la voiture thermique au fil du temps. Donc il faut quand même économiser l'électricité, ça c'est important, mais l'usage électrique actuel n'est pas le facteur de productivité le plus élevé pour décarboner. Donc il y a ça. Et les pouvoirs publics se sont intéressés donc à l'impact du numérique, au niveau usage d'abord, suite à ces études un peu catastrophistes. On parlait d'impact insoutenable de la vidéo en ligne. Donc là, c'est vraiment exagéré, il n'y a pas de problème gravissime lié à la vidéo en ligne. Le problème de la vidéo en ligne, c'est que si on regarde en termes de volume de données, c'est 60% du volume de données sur Internet. Le problème, c'est qu'on en arrive à la conclusion erronée, un peu rapide, que ça veut dire 60% de l'impact d'Internet. Mais c'est faux, en fait. Le volume de données n'est pas corrélé significativement avec l'impact énergétique ou CO2. Donc en fait, on se donne une métrique de proportionnalité qui n'existe pas. Donc les consultants, les spécialistes le savent, mais ce n'est pas transcrit dans la communication. On vous dit qu'il faut utiliser des vidéos de moins bonne qualité pour économiser le volume, et ça a des intérêts pour alléger les réseaux, pour soulager un peu le volume sur le réseau, mais ça n'a pas d'impact environnemental direct. Et donc les pouvoirs publics qui se sont laissés un peu entraîner là-dedans, et le législateur notamment, il y a la loi REEN, réduction de l'impact environnemental du numérique, et la loi AGEC. Alors la loi AGEC, j'oublie le sens de l'acronyme, mais c'est sur le recyclable. Donc c'est la loi AGEC qui a mis en œuvre le coefficient de réparabilité des appareils. Parce que pour le coup, il est important de faire durer au maximum nos appareils, donc les réparer plutôt que de les jeter à la poubelle lorsque c'est possible. Donc ces deux lois ont demandé aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès, de mettre en place des métriques de CO2 par volume de données. Typiquement, ça avait été demandé aux opérateurs, aux plateformes vidéo, mais ça a sauté pour des raisons de distorsion de concurrence. Et la loi AGEC, c'est la loi qui a demandé aux opérateurs d'accès de faire figurer sur votre facture le CO2 par rapport au volume. On constate tout sur Exactement, la facture. Les factures vous recevez maintenant. Alors donc là c'est pareil. Ces métriques-là sont complètement fausses en fait. Elles ont un avantage, c'est qu'elles montrent quand même que
le poids du numérique est relativement faible. Oui. Si vous comparez ça, alors je ne sais plus quel est le chiffre, mais c'était évalué à 50 grammes par gigaoctet. C'est un tiers c'est 300 mètres en voiture, voilà, en voiture thermique. Donc on voit quand même que l'impact du numérique est relativement faible. Mais après, le consommateur, bon, il voit ça, c'est aussi un aspect de communication, de sensibilisation au sujet, mais oui. en fait, il n'a pas d'ordre de grandeur, donc il alors le sait pas. Le consommateur va se dire, je vais regarder moins de vidéos, mais en fait, c'est pas ça la mesure importante à prendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre routeur pour une entreprise, ou box pour un particulier, soit utilisé à 0 ou 100%, sa consommation électrique va être sensiblement la même, elle va varier de quelques pourcents. Ce qui veut dire que quand vous donnez un chiffre de CO2 par volume de données, vous avez une métrique qui répartit l'ensemble des coûts fixes sur le volume réellement consommé. Ce qui veut dire qu'en fait, plus vous consommez de données, c'est un nominateur-dénominateur, plus vous consommez de données, plus la métrique va baisser en fait, au lieu d'augmenter. Et ce qui veut dire aussi que en fait, la métrique qu'on vous annonce par rapport à l'impact marginal de votre usage, donc 1 gigaoctet en plus ou en moins, est exagérée par un facteur d'au moins 20. Donc voilà, il y a des ordres de grandeur dans tous les sens qui sont vous dénoncez les chiffres, n'empêche qu'il faut rentrer dans cette logique quand même d'optimisation, de contrôle un peu des serveurs pour l'entreprise, d'aller à la chasse aux serveurs zombies, aux capacités inutiles. Ça n'empêche pas, sauf que vous dites, voilà, il faut se baser sur des vrais chiffres. Est-ce que le politique est déconnecté parce que on lui donne des chiffres et il s'appuie sur des chiffres qui sont faux? Est-ce que ce sont des postures idéologiques? Quand vous me parliez, là, je pensais aux positions notamment sur la 5G qui devait servir à regarder des films porno dans un ascenseur. C'est le discours du politique, c'est-à-dire que et pour la 5G, il oublie tous les aspects entreprise, les aspects de capacité hertzienne et de bande passante. Donc en fait, c'est de regarder par juste un bout de la lorgnette le sujet, quoi. Oui, le politique essaie de vulgariser, mais il n'est pas très bien placé forcément pour vulgariser à bon escient. Et donc effectivement, il y a eu des combats un petit peu simplistes qui ont eu lieu. Il y a aussi une mécompréhension de l'utilité de la technologie, c'est-à-dire qu'on nous a dit que effectivement la 5G, j'ai pas besoin de regarder de vidéos haute définition quand je suis dans le métro. Donc les gens ont conclu que si ça ne leur sert pas à eux, c'est que ça ne sert à rien. Mais là aussi, c'est une conclusion un peu hâtive parce que les opérateurs ont besoin de la 5G pour désaturer leur réseau. Et les réseaux sont ainsi faits que s'ils sont saturés, on peut plus rien faire. Si vous allez dans une zone touristique très fréquentée en été, sur lesquelles les réseaux sont plutôt calibrés pour le hors-saison, vous réussirez même pas à passer des messages textes en fait. Donc les problématiques de type 5G, c'est ça aussi, c'est avoir des réseaux qui restent opérables, exploitables et avec une qualité de service minimale suffisante. Et à l'époque aussi un intérêt pour les opérateurs. Absolument. En premier lieu. Alors justement, on a des objectifs qu'on a dit qui sont louables, des actions alors sans être inutiles qui ne sont pas forcément significatives. Comment remettre, alors je disais l'église, la mairie, le numérique au centre du village, quelle préconisation pour revenir dans la bonne ligne de cette éco-responsabilité sur le numérique? Alors, il faut utiliser des métriques à peu près lisibles, disons, et pertinentes. Typiquement, effectivement, on peut se baser sur le nombre de serveurs, le taux de renouvellement des serveurs. Il faut faire durer les serveurs au maximum. Il y a aussi les ordres de grandeur à connaître. Aujourd'hui, pour une entreprise de taille à peu près normale, vous pouvez prendre un serveur dédié ou même un serveur cloud qui peut servir pour un site web simple, un site web, enfin une plaquette commerciale, hein, pas forcément un service très complexe derrière, mais avec ça vous pouvez avoir un serveur web d'entreprise d'un trafic très consistant, avec un serveur qui est moins puissant que votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Donc il y a une compréhension des besoins, et donc il faut être au courant quand on utilise 25 serveurs, alors là où 2 pourraient suffire, il y a des optimisations de logiciels à faire. Alors c'est le mérite de l'éco-conception, l'optimisation avait mauvaise presse autrefois parce qu'on se disait, plutôt que de payer 2 personnes pendant 2 mois, plutôt que de dépenser 2 mois hommes à optimiser mon service, de toute façon, il suffit d'attendre l'année suivante, on va avoir des serveurs plus puissants, on remplacera le serveur. Donc il faut essayer de sortir un petit peu de ce type de raisonnement et essayer
de rectifier les inefficacités manifestes qui peuvent apparaître ici ou là dans les systèmes. Donc ça nécessite un travail d'ingénieur et l'éco-conception permet justement de remettre un peu le focus sur ce genre de problématiques. Peut-être dissocier de l'optimisation de coûts parce qu'au final les entreprises étaient dans une démarche de réduction de coûts et puis se disaient éco-responsables parce qu'elles optimisaient et réduisaient les coûts. Là, c'est de le décorréler, vraiment d'avoir une démarche beaucoup plus profonde sur l'éco-responsabilité de bout en bout de la chaîne, quoi, en fait. Alors souvent, les objectifs sont alignés, parce qu'avoir plus de serveurs, ça va coûter plus cher. Ah, mais des fois, ça coûte plus cher voilà. aussi d'être éco-responsable. Mais aussi, effectivement, avoir une démarche d'optimisation, ça va coûter des moyens humains, des réflexions. Donc effectivement, il y a une question une problématique, des compromis à faire en la matière. Il y a aussi des signaux à donner par les pouvoirs publics. De quel type? Alors, typiquement sur la facture d'énergie, là on s'aperçoit que le gouvernement est en train de sortir de la période Covid avec des aides et de la période suite à la guerre en Ukraine qui a complètement fait exploser les prix de l'énergie. Donc il y a eu des aides gouvernementales qui sont en train d'être supprimées et on se retrouve dans une situation où l'électricité qui est peu carbonée en France est plus taxée que le gaz. Donc en fait on incite les consommateurs, les gens qui se chauffent. Alors, le chauffage, c'est un poste très important de consommation dans notre vie quotidienne, y compris pour les entreprises, qui est souvent plus élevé que celui du numérique d'ailleurs. Donc en fait, on incite les entreprises et les consommateurs à utiliser du gaz, à se chauffer au gaz plutôt qu'à l'électrique. Donc on les pousse sur les énergies fossiles alors qu'on a des énergies décarbonées en France. Il faudrait faire le contraire. Donc il faudrait réorganiser les taxes en la matière. Il faudrait également, typiquement, les diagnostics énergétiques pour les bâtiments. Là, c'est pareil, le chauffage électrique est fortement défavorisé. C'est considéré comme un chauffage non écolo, ce qui est contre-productif au niveau décarbonation. Et la vérité en France n'est pas forcément la même vérité en Allemagne. Donc, absolument. Les Allemands ont des difficultés avec leur transition énergétique. Ils ont voulu sortir du nucléaire, mais ils se retrouvent à devoir déployer et conserver du charbon ou du gaz pour compenser les problèmes d'intermittence du solaire et de l'éolien. Donc voilà. Alors une fois qu'on aura mis l'église, la mairie, ce que vous voulez au centre du village, qu'on aura optimisé, qu'on sera vraiment dans un cercle vertueux, ce qu'il faudra de toute façon, à un moment donné, on sera obligé de réduire quand même les usages ou réduire, si je peux reprendre l'analogie avec le mobile, on avait à l'époque des forfaits limités. Là aujourd'hui on a des forfaits illimités, notamment en data. Est-ce qu'il ne faudra pas revenir à des restrictions, voire même des taxations pour réduire les usages, pour freiner un peu cette croissance exponentielle des services et des usages? Alors il y a deux choses en fait importantes à dire là-dessus. D'abord, c'est un vieux combat des opérateurs des opérateurs Internet et télécom auparavant, essayer de vendre le même service. Donc, éviter de développer leur réseau pour pouvoir vendre le même service plus cher. Et typiquement, c'est la même problématique que quand vous allez au cinéma. Si vous faites la queue pour aller au cinéma, vous serez tenté d'acheter une carte coup-de-fil, mais s'il n'y a pas la queue, vous n'en avez pas besoin. Les réseaux, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vendre de la priorité sur un réseau qui n'est pas saturé. Donc en fait, vous avez intérêt à ce que le réseau soit saturé. Mais il y a eu un combat dans les années 90 entre les opérateurs télécoms classiques qui voulaient vendre une technologie qui s'appelait l'ATM, qui visait à permettre ça, de la priorité, de la garantie de service et puis des typologies d'usage différentes. À l'époque, on nous expliquait qu'on ne pourrait jamais faire de la vidéo ou de l'audio sur Internet parce que Internet ne permet pas la priorisation. Et en fait, on voit que le contraire est vrai. Et donc ça donnait des équipements assez complexes technologiquement, des systèmes de facturation très coûteux, des offres commerciales très compliquées et très onéreuses en fait, au final. Et Internet, lui, a utilisé plus la loi de Moore. Alors c'était un réseau à prix coûtant financé par les utilisateurs. Donc les utilisateurs se disaient, bon, je prends une liaison de tel débit, et puis quand elle sera pleine, j'augmenterai ou je réduirai mes usages, mais je me ferai ma popote moi-même. Donc c'est un réseau qui s'est largement monté par les besoins utilisateurs, d'abord pour les universités, la recherche, puis après pour le grand public avec l'apparition d'intermédiaires comme les fournisseurs d'accès, puis les telcos qui s'en sont emparés. Mais la mentalité d'Internet, c'est de dire, ce qu'on observe encore aujourd'hui en fait, c'est de dire, j'ai ma liaison fibre
qui est saturé. Je vais changer les équipements d'extrémité, donc les lasers maintenant sur de la fibre. Ça coûte pratiquement rien et je vais multiplier ma capacité par 10 du jour au lendemain. Il faudra peut-être augmenter la capacité des routeurs aussi, mais ce sont des équipements relativement modulaires, donc on change une carte d'interface et puis ça suffit. Donc en fait, c'est Internet qui a gagné parce que ça permet de réduire les coûts avec un impact environnemental stable en fait. Ce qui est trompeur dans l'industrie du numérique, c'est que depuis 40 ans, j'ai connu l'époque du Minitel. Le Minitel, c'était 1200 bits par seconde. Aujourd'hui, la fibre, connexion intermittente, qui plus est, parce qu'il fallait passer par le téléphone. Aujourd'hui, la fibre optique, ça permet d'avoir 1 gigabit par seconde chez soi, donc à peu près 1 million de fois plus. Si on regarde la croissance en performance que ça a donné, ça nous donne plus de 40% de croissance par an sur 40 ans. Donc c'est énorme. C'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, disons, physiquement, mentalement. Et on est dans une époque où la croissance devient suspecte et on a tendance à penser à comparer. Alors on dit que le monde numérique n'est pas dématérialisé, c'est vrai, il n'est pas complètement dématérialisé, mais il y a quand même des effets d'échelle colossaux qui ne sont pas possibles ailleurs dans le monde physique. Si je veux multiplier le débit de mon autoroute, si je veux ajouter 40% de débit autoroutier chaque année, je ne pourrais pas. Donc, en numérique, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on a tendance à penser que l'impact du numérique va être proportionnel à la croissance d'usage. Donc, effectivement, vous verrez souvent dans les médias la croissance du volume Internet qui est de 35 ou 40% par an. Mais il ne faut pas paniquer pour autant, il faut vraiment rester concentré sur l'énergie d'une part et surtout le matériel, le renouvellement du matériel derrière que ça implique, qui n'est pas aussi affolant que ce qu'on pourrait penser. D'où l'importance des métriques et d'avoir en tête ces ordres de grandeur. Exactement. En résumé, vous n'êtes pas pour la décroissance numérique, c'est un peu le... non, en fait, voilà. Parce que après, c'est aussi une question de transfert d'usage. Les gens qui sont dans la décroissance expliquent que chaque secteur doit faire sa part. On observe qu'ils ne se l'appliquent pas forcément eux-mêmes. Hein. Les agences environnementales ont des budgets qui sont en croissance d'année en année. Puis dans ce bilan, on oublie toujours c'est toujours le numérique à charge, mais on oublie aussi les aspects vertueux du numérique pour le green, c'est-à-dire de tout ce qui est optimisation. Vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure, choses qui peuvent être vertueuses pour le green. Alors on a un discours en France, pour conclure un peu autour de la souveraineté, hein, vous êtes vous-même sur un acteur de cloud souverain, des aspects de réindustrialisation. C'est-à-dire justement, si on veut garder la maîtrise, si on veut réindustrialiser, si on veut faire revenir des acteurs globalement du numérique et les garder en France, est-ce que ça va, c'est pas à l'encontre du discours, ou si on pense local, de l'éco-responsabilité? Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas au contraire optimiser en essayant de répartir la charge du numérique à travers l'Europe, voire même à travers le monde, en fonction des moteurs de chacun, des aspects positifs de chaque zone, je dirais? Alors, on a des atouts en France. Effectivement, il peut y avoir un problème de réindustrialisation qui provoque un impact plus élevé, mais on a les atouts, comme je disais, de l'électricité très peu carbonée. On a des opérateurs de data center qui sont bien connus en Europe, qui sont de forte taille. En fait, on pourrait devenir en quelque sorte le data center de l'Europe grâce à notre électricité particulièrement compétitive. Et on pourrait en fait réimporter une partie des besoins. C'est aussi une mission de souveraineté, parce que par le moment où on opère des services, on regagne de la souveraineté. La souveraineté, elle vient du travail effectif qu'on accomplit. Typiquement en éco-conception, on peut travailler 2 mois sur l'optimisation d'un site, on va gagner peut-être 20% en volume de données, ce qui ne veut pas dire 20% en énergie en moins, mais c'est quand même bien, une bonne chose. Réimporter des serveurs qui sont dans un pays très carboné comme l'Allemagne ou les États-Unis, les réimporter en France, ça veut dire qu'on va pas gagner 20%, on va gagner 85% sur le CO2 de fonctionnement du service. Donc on a vraiment des politiques à mener en la matière pour favoriser ça. Après, c'est un petit peu comme le transfert des usages du ferroviaire, enfin du routier vers le ferroviaire par exemple, décarboner en transférant les camions sur les trains. Le numérique, c'est un peu pareil. Il faut que le numérique ait une capacité raisonnable mais possible de croissance pour réimporter des usages par ailleurs qui sont plus carbonés sans numérique. Alors l'un n'empêche pas l'autre, c'est qu'on peut aussi axer sur le développement, parler du développement logiciel, de l'optimisation, de concevoir aussi des
des applications natives pour le cloud, par exemple. Et puis aussi réimporter nos serveurs et bénéficier de cette énergie décarbonée. En fait, on peut tout mettre, tout réaligner sur toute la chaîne du numérique. Et alors, en parlant de l'intelligence artificielle, on a des atouts en France parce qu'on a peut-être... je dirais les 3/4, c'est un chiffre comme ça, mais il y a énormément de chercheurs en intelligence artificielle, y compris aux USA. Chez Meta, Facebook, le chef de l'intelligence artificielle est un Français, Yann Lequin. Donc on a de gros atouts en France là-dessus. On a une société comme Mistral, qui est française. On a une société comme Hugging Face, qui est le GitHub de l'IA, en quelque sorte. Qui est rempli de français également. Donc en fait, on a des atouts aussi en IA. Et donc l'IA est aujourd'hui pointée du doigt pour son impact. L'IA risque de faire augmenter de manière significative l'impact du numérique, parce qu'elle réclame des moyens de calcul assez conséquents. Donc il va falloir être vigilant de ce côté-là, mais on est très bien équipé en France là-dessus, et il y a déjà des optimisations, donc au-delà de la loi de Moore, qui est l'optimisation hardware, il y a des optimisations fantastiques en algorithme qui dépassent même ce qu'on peut gagner en loi de Moore. Depuis l'an dernier, lorsque ChatGPT est sorti, c'était absolument inenvisageable de le faire fonctionner chez soi. Donc il fallait des moyens assez considérables, des cartes graphiques de haut de gamme extrêmement onéreuses et qui consomment beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on peut le faire tourner sur un PC de bureau. Donc voilà, il faut être vigilant sur l'IA parce que ça va provoquer, il y a des usages tellement intéressants en assistance aux personnes handicapées, en aide à l'écriture, enfin à la création en général. Il va y avoir des usages fantastiques qui vont se développer, en aide au codage aussi. Mais il y a aussi des optimisations qui sont possibles. Donc il va falloir être vigilant de ce côté-là. On arrive dans une époque quand même assez fantastique au point de vue... il y a toujours eu des révolutions technologiques comme ça au fil du temps. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre vraiment de ce côté-là. Pour conclure, Pierre Bessa, quel est votre prochain combat? Alors mon prochain combat à court terme, ça va être les élections européennes où je suis candidat sur la liste du Parti Pirate. On va essayer d'obtenir des élus au Parlement européen pour défendre un peu les mêmes genres de choses, un regard plus lucide sur l'environnement et le numérique. Les pirates européens qui sont déjà élus dans d'autres pays, en Allemagne notamment et Tchéquie, sont dans le groupe Green EFA, donc le groupe des Verts. Ils apportent un discours. Alors, on essaye d'être techno-réaliste, ni techno-BA, c'est-à-dire on ne veut pas de la technologie à tout prix, ni technophobe. Donc, on sait que la technologie peut poser des problèmes au point de vue surveillance. Donc il va falloir être vigilant pour les Jeux Olympiques de Paris, par exemple. Il faut faire attention à des usages à la chinoise, entre guillemets, pour simplifier. Mais on ne veut pas non plus se priver de technologie pour ce qu'elle peut apporter de positif à la société. Très bien. Secrétaire d'État au numérique, vous acceptez le poste ou pas? Pouvoir, c'est une mission difficile, pourquoi pas. Très bien, merci Pierre Bessac, merci à vous. Merci infiniment à vous. Et nous, on se donne rendez-vous pour la suite de ce grand thème sur la DSI éco-responsable.